On a un peu parlé de cette troisième catégorie, si je puis dire. Il s'agit des sortants. C'est un véritable défi. C'est un défi parce qu'on est sur une carence du système qui est la prévention et la prise en charge. Et donc, comme je l'ai déjà dit, la prison, au lieu d'être un lieu de réinsertion, devient un incubateur. Et donc, en règle générale, mais ça existe, Kostka Kovar a écrit ça depuis 10 ans, les gens sortent en général plus radicaux qu'ils ne sont rentrés. Donc, Alors, on parle ici de sortants. Ils sont donc passés par la case prison. Oui. Ils sont encore là en prison pour la majorité d'entre eux. Ils vont purger leur peine et puis ils seront libres. Nathalie Goulet, est-ce que ce sont des peines de combien de temps d'abord, généralement ? Écoutez, j'ai cherché des statistiques tout à l'heure avant de venir, pour ne rien vous cacher. Je pense que pour l'instant, on est entre 5 et 8 ans. Mais ce sont des gens qui ont été condamnés il y a déjà quelques années, et vous savez que dans l'intervalle, on a voté de très nombreux textes qui ont alourdi l'ensemble des peines, et donc qui vont maintenant, les gens qui vont rentrer ou qui ont été condamnés récemment auront des peines plus longues. Voilà, ils ont des peines plus longues, mais quand on s'inquiète de la sortie justement de ces détenus qui seront libres, certains parlent dans le débat public et politique aujourd'hui de peines complémentaires. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est légal ? C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'appliquer des peines quand le juge qui a condamné ou le tribunal qui a condamné ne les a pas fixées. Le principe, c'est la non-rétroactivité de la loi pénale. Oui. Ça, c'est clair. Bon. Donc, ce qu'on peut voir, c'est avec le juge ou le tribunal d'application des peines, dans quelles conditions on peut assortir une peine complémentaire de surveillance judiciaire, c'est-à-dire après, une espèce de contrôle judiciaire amélioré. Je doute que pour l'instant le système soit applicable. Il ne le sera que si les gens sont condamnés entre 7 et 10 ans, je crois, en tous les cas à des peines relativement lourdes. Là, ça peut faire l'objet éventuellement d'une mesure d'accompagnement à leur sortie. Mais pour l'instant, ceux qui ont été condamnés à des peines moins lourdes, sous l'effet d'une loi plus douce, ne peuvent pas évidemment subir les peines plus dures qu'on a votées depuis, ça c'est clair. Et puis il y a la question essentielle de la surveillance. Tout d'abord, la surveillance en prison, c'est ce qu'on appelle le renseignement pénitentiaire. Est-ce qu'il est suffisamment développé et est-ce qu'on a suffisamment les moyens justement de cette surveillance pénitentiaire ? Ça a été pendant quelques années, il faut le dire, ça ne date pas ni de ce quinquennat ni de celui d'avant, un non-sujet. On n'a pas souvent parlé de cette surveillance à l'intérieur des prisons, de ce renseignement à l'intérieur des prisons. Alors vous savez que le renseignement pénitentiaire depuis très peu de temps fait partie de ce qu'on appelle la communauté du renseignement, parce que jusque-là il était en dehors. Bon, et les affaires Koulibaly, Kouachi et les autres meurtriers, assassins que malheureusement notre pays a croisés ont conduit à plus de considération pour le renseignement pénitentiaire. Donc on a d'abord intégré le renseignement pénitentiaire à la communauté du renseignement, ce qui est déjà quand même important pour la circulation de l'information. Ça paraît évident quand on le dit aujourd'hui. Oui, mais la communauté du renseignement, c'est une communauté très petite pour laquelle on évite les fuites, etc. Donc on essaye de limiter cette communauté, mais le renseignement pénitentiaire y est, et c'est très bien comme ça. La deuxième chose, on a renforcé les effectifs du renseignement pénitentiaire, mais vous voyez, par exemple, aux États-Unis, tous les personnels pénitentiaires sont des agents du renseignement pénitentiaire. En France, on a identifié quelques agents qui sont des agents du renseignement pénitentiaire. Donc, évidemment, les détenus les connaissent, ça pose un certain nombre de difficultés, mais surtout, il faut renforcer leurs moyens. Puis vous avez eu, il y a quelques mois, une sensibilisation de l'opinion publique au statut des personnels pénitentiaires, qui ne sont pas assez nombreux, pas assez avec formés. cet attentat, on peut le qualifier ainsi, à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire. Avec des détenus de plus en plus radicalisés, de plus en plus violents. Donc la grogne s'est un peu apaisée, mais le problème demeure. Donc si vous voulez, on a quand même une justice qui est en déficit, qui est en faillite. Vos mots sont forts, hein. Ah non, mais c'est clair. Non, mais de toute façon, le budget de la justice, vous savez qu'on vote chaque année des décrets d'avance pour pouvoir payer les greffiers, les magistrats. Mais ça veut dire qu'elle ne serait pas à la hauteur de ce défi aujourd'hui. Non, mais c'est pas de la faute de l'institution. Aujourd'hui, on n'en donne pas les moyens. Ce sont des années de considération de ce que le budget de la justice, comme celui de l'armée pendant un moment, a été une variable d'ajustement de nos déficits budgétaires. Mais la justice, c'est un pilier de notre société. Vous savez très bien, comme c'est important, l'éducation, la justice, la santé sont des piliers de l'État. Pour qu'on comprenne bien, comment se passe le renseignement pénitentiaire ? Est-ce qu'il s'agit de surveiller
les appels, les courriers, les fréquentations dans la prison, l'évolution du comportement, parce qu'on imagine que pour surveiller tout cela, d'abord il y a un nombre de détenus radicalisés qui est important. Certains passent d'ailleurs sur les radars. Il faut quand même du personnel formé, qualifié pour tout cela. Bien sûr, mais c'est justement c'était une des revendications des personnels en grève il y a quelques mois, c'est-à-dire le manque de formation, le fait ils sont en concurrence déloyale avec les détenus. Vous avez notamment, moi j'étais complètement stupéfaite de ce que j'ai appris dans la prison chez moi à Alençon-Condé, qui est une prison précisément où il y aura des détenus, où il y a des détenus radicalisés, où les détenus ont le droit d'avoir des friteuses. Bon, alors ça n'a l'air de rien, mais dans la friteuse il y a de l'huile chaude, et donc ça peut constituer une arme par destination. En plus, il y a une créativité extraordinaire des détenus pour construire, réaliser, produire des armes. Et le personnel pénitentiaire se sent, ils l'ont dit, on a eu des débats sur ce sujet, on avait des personnels pénitentiaires ici qui se sentent en danger. Et ce qui est frappant, c'est à l'intérieur d'une prison. Oui, non, mais à partir du moment où l'Union européenne, les règlements, le Parlement européen, la Commission Libé, etc., interdit les fouilles, à partir du moment où chaque semaine on trouve des centaines et des centaines de téléphones portables, à partir du moment où chaque semaine, chaque fouille de cellules permet une récolte, une collecte d'armes par destination qui sont faites avec n'importe quoi, c'est absolument spectaculaire la créativité des détenus. Vous avez un personnel pénitentiaire qui est évidemment fragilisé. Je l'ai rappelé tout à l'heure, Nathalie Goulet, vous avez présidé la commission d'enquête sénatoriale sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes, que ce soit en France et en Europe. Donc vous avez aussi cette vision, en tout cas expérience de ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est un défi qui concerne d'autres pays, ces sortants-là. Est-ce que l'Allemagne, la Grande-Bretagne fait face à cela, ou est-ce qu'il y a pas une spécificité française, mais plus de détenus radicalisés en France ? Non, je pense que chaque pays a les mêmes problématiques, mais la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider a débuté ses travaux avant Charlie et l'a fini pendant Charlie, donc le problème des détenus qui sortaient n'était pas notre sujet. Bon, il le devient évidemment. Je pense que chacun a la même problématique, mais nous on a un problème spécifique. C'est que, en dehors des problèmes d'encadrement, d'impréparation à cette radicalisation islamique, parce qu'il faut quand même l'appeler par son nom, en dehors du fait qu'on a des aumôniers dans les prisons qui ne sont pas forcément formés, qui sont des bénévoles, qui n'ont pas de statut en raison de 1001 problèmes dont on pourra reparler à un autre moment, on manque de cet encadrement. C'est un encadrement d'autant plus important et quel est votre avis ? Parce qu'en prison, les détenus radicalisés en cellule côtoient des caïds du banditisme qui savent évidemment où se procurer rapidement des armes lourdes. Cette promiscuité est ou risque d'être malheureusement explosive à la sortie de prison. C'est posé la question sous le précédent quinquennat, faut-il isoler les détenus radicalisés ? Apparemment, ça n'a pas marché. Mais je crois qu'on n'a pas la solution, parce que ce qui nous manque, ce sont les outils d'évaluation. Vous devez absolument arriver à évaluer, et c'est pareil pour ceux qui reviennent, etc., pour les femmes, enfin bref, on a besoin d'évaluer le degré de dangerosité de ces détenus, la taquilla, le fait qu'ils dissimulent, etc. Parce que vous pouvez très bien, dans un ensemble de gens radicalisés, avoir une ou deux personnes qui sont parfaitement susceptibles de revenir à la vie normale, ce que j'appelle la reconstitution du lien citoyen. Et puis vous en avez d'autres qui sont plutôt contagieux et qui vont contaminer les autres. Donc il y a tous ces outils d'évaluation à mettre en prison, ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande des formateurs, et ça, on l'a ni dedans, ni dehors pour l'instant. Alors, on a fait énormément de progrès, mais on est parti de zéro. Donc, ça a pris du temps. Il y a eu, vous en avez parlé, parce que vous avez dit les femmes également, est-ce qu'il faut les traiter comme les hommes? Est-ce que les femmes, il y en a, des djihadistes, est-ce qu'elles subissent, j'allais dire, le même sort face à la justice? On a vu le cas il y a quelques jours dans le débat public, et puis face à la justice irakienne de la djihadiste française Mélina Bouguedir, qui a une ligne de défense qui est escalée, c'est-à-dire qu'elle a été manipulée par son mari. Est-ce que, selon vous, c'est une ligne de défense qu'il faut parfois entendre, ou au contraire, les femmes sont aussi des djihadistes, c'est souvent un moteur de la radicalisation? Bon, vous savez que la loi pénale, c'est l'individualisation de la peine, en principe. Bon, donc, en tant que juriste... Donc, vous diriez, comme Emmanuel Macron, au cas par cas, même pour le retour? Je dirais techniquement au cas par cas. Bon. Je dirais, en termes de moyens, que ces gens ont rompu le lien avec la République, qu'ils étaient d'ailleurs tout à fait disposés à l'attaquer, et qu'en conséquence de quoi, d'un point de vue strictement citoyen, c'est quand même
assez curieux qu'aujourd'hui, ils viennent demander à une République qu'ils ont bafouée et qu'ils ont rejetée des moyens de secours et d'assistance, alors qu'ils étaient absolument prêts à frapper. Je veux dire, bon, donc moi je suis très très réservée sur ce sujet, mais de toute façon, la question de l'évaluation demeure et reste le problème des enfants. Et le problème des enfants est un problème extrêmement grave parce que vous avez des enfants de 3 ou 4 ans qui ont joué au football avec une tête humaine, qui ont vu des choses absolument épouvantables, etc. Et vous ne pouvez absolument pas, sans passer par une batterie de tests de psychiatres, de pédopsychiatres, etc., juger dans quel état sont ces enfants qu'il faut de toute façon prendre en charge. On ne peut pas les laisser non plus à l'abandon. Surtout que beaucoup sont déjà sur le sol français hexagonal. Depuis tout à l'heure, au cœur de votre argumentaire, Nathalie Goulet, il y a l'évaluation. Oui. On comprend bien que c'est tout le problème. C'est-à-dire pour ces sortants, ceux qui vont sortir de prison, comment évaluer leur dangerosité ou pas? Sur quel élément se baser? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de, de méthode aujourd'hui qu'on ne puisse exporter d'autres pays. Vous avez beaucoup voyagé pour présider cette commission d'enquête parlementaire. Vous êtes allé dans des pays arabes, au Moyen-Orient, dans des pays européens, pour voir comment cela a été mis en place. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Non, je crois qu'on n'a pas de solution miracle. Et en plus, en France, on a un problème qui n'en est pas un, qui est notre laïcité, qui pose aussi beaucoup de difficultés en ce qui concerne la maîtrise, l'organisation de tout ce qui tourne autour des religions. Bon, donc ça, c'est pas très simple non plus de réorganiser les choses, mais je crois surtout qu'il faut des moyens. Mais si vous voulez, on a pris beaucoup de retard. On a travaillé sur la, entre guillemets, déradicalisation à laquelle je ne crois pas beaucoup. J'appelle ça la reconstruction du lien citoyen. Bon, avec les outils qu'on avait. Le comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation fait maintenant énormément d'efforts. Il y a une action européenne, mais encore une fois, vous travaillez sur de l'humain. Donc c'est un problème à long terme, mais en toute hypothèse, il faut trouver un système qui soit juridiquement compatible avec notre système de droit pour pouvoir contrôler les gens qui sortent, parce qu'on a déjà du mal avec ceux qui sont dehors, qui sont radicalisés. Je ne reviendrai pas sur le débat des fiches S, comme vous le savez, qui pose problème. Donc je pense que ceux qui sortent, il va quand même falloir trouver un sas et un système qui soit sur la base du volontariat. On ne peut pas exclure le volontariat. Vous tirez aussi, comme François Molins, le procureur de la République de Paris et d'autres, la sonnette d'alarme sur ces sortants dont on parle de plus en plus. Oui, parce que les structures d'accueil n'existent pas. Merci Nathalie Goulet. Merci à vous d'avoir parlé de ce défi, l'un des défis de notre société. Restez avec nous sur CNews. Évidemment, l'information se poursuit à suivre. C'est Laurence Ferrari pour l'émission Punchline. Très belle soirée à vous.